Hector Malot, volume 2, chapitre 33. Les Bollanges ont menti. À toutes mes avances, mes frères, Allen et Ned, n'avaient jamais répondu que par une antipathie hargneuse. Et tout ce que j'avais voulu faire pour eux, ils l'avaient mal accueilli. Évidemment, je n'étais pas un frère à leurs yeux. Après l'aventure de Capi, la situation se dessina nettement entre nous, et je leur signifiai, non en paroles, mais par une pantomime expressive où mes deux poings jouèrent le principal rôle, que s'ils tentaient jamais la moindre chose contre Capi, ils me trouveraient là pour le défendre ou le venger. N'ayant pas de frères, j'aurais voulu avoir des sœurs, mais Annie, l'aînée des filles, ne me témoignait pas de meilleurs sentiments que ses frères. Il ne m'était resté que la petite Kate, qui avait bien voulu se laisser caresser par moi. D'abord parce que je lui faisais faire des tours par Capi, et plus tard, lorsque Capi me fut rendu, parce que je lui apportais les bonbons, les gâteaux, les oranges, que dans nos représentations les enfants nous donnaient, d'un air majestueux, en nous disant « pour le chien ». Ainsi, de toute ma famille, cette famille pour laquelle je me sentais tant de tendresse dans le cœur. Lorsque j'étais débarqué en Angleterre, il n'y avait que la petite Cat qui me permettait de l'aimer. Mon grand-père continuait à cracher furieusement de mon côté toutes les fois que je l'approchais. Mon père ne s'occupait de moi que pour me demander chaque soir le compte de notre recette. Ma mère, le plus souvent, n'était pas de ce monde. Aussi, dans mon chagrin, et bien que, tout d'abord, j'eusse repoussé les suppositions de Mathia, en venais-je à dire que si vraiment j'étais de cette famille, on aurait pour moi d'autres sentiments que ceux qu'on me témoignait avec si peu de ménagement, alors que je n'avais rien fait pour mériter cette indifférence ou cette dureté. Quand Mathia me voyait sous l'influence de ses pensées, il me disait « Je suis curieux de voir ce que mère Barberin va te répondre. » Pour avoir cette lettre qui devait m'être adressée poste restante, nous avions changé notre itinéraire de chaque jour pendant assez longtemps. Nous fîmes cette course inutilement. Mais à la fin, cette lettre si impatiemment attendue nous fut remise. L'hôtel général des postes n'est point un endroit favorable à la lecture. Nous gagnâmes une allée dans une ruelle voisine, et là enfin, je pus ouvrir la lettre de mère Barberin. Mon petit Rémi, je suis bien surprise et bien fâchée de ce que ta lettre m'apprend. Car selon ce que mon pauvre Barberin m'avait toujours dit, aussi bien après t'avoir trouvé qu'après avoir causé avec la personne qui te cherchait, je pensais que tes parents étaient dans une bonne et même une grande position de fortune. Cette idée m'était confirmée par la façon dont tu étais habillé lorsque Barberin t'a rapporté à Chavanon. Tu me demandes de t'expliquer comment étaient les langes. Je peux le faire facilement, car j'ai conservé tous ces objets en vue de servir à ta reconnaissance. Mais d'abord, il faut te dire que tu n'étais pas emmailloté, tu étais habillé. Et voici quels étaient les objets qui ont été trouvés sur toi. Un bonnet en dentelle, une brassière en toile fine garnie d'une petite dentelle, une couche en flanelle, des bas en laine blanche, des chaussons en tricot blanc, une longue robe aussi en flanelle blanche, et enfin une grande pelisse à capuchon en cachemire blanc ornée de belles broderies. Enfin, il faut ajouter qu'aucun de ces objets n'était marqué. Les coins où se met ordinairement la marque avaient été coupés, ce qui indiquait qu'on avait pris toutes les précautions pour dérouter les recherches. Voilà, mon cher Rémi, tout ce que je peux te dire. Si tu crois avoir besoin de ces objets, tu n'as qu'à me l'écrire, je te les enverrai.
Ne te désole pas, mon cher enfant, de ne pouvoir pas me donner tous les beaux cadeaux que tu m'avais promis. Ta vache vaut pour nous tous les cadeaux du monde. Grâce à elle, je suis maintenant à mon aise. Je ne la vois pas sans penser à toi et à ton bon petit camarade Mathia. Tu me feras plaisir quand tu pourras me donner de tes nouvelles, et j'espère qu'elles seront toujours bonnes. Toi si tendre et si affectueux, comment ne serais-tu pas heureux dans ta famille, avec un père, une mère, des frères et des sœurs, qui vont t'aimer comme tu mérites de l'être. Adieu mon cher enfant, je t'embrasse affectueusement, ta mère nourrice, veuve Barberin. La fin de cette lettre m'avait serré le cœur. Pauvre mère Barberin, comme elle était bonne pour moi. Parce qu'elle m'aimait, elle s'imaginait que tout le monde devait m'aimer comme elle. C'est une brave femme, dit Mathia. Elle a pensé à moi. Mais avec une description aussi complète, il ne faudra pas que Master Driscoll se trompe dans l'énumération des objets que tu portais lorsqu'on t'a volé. Ce n'était pas chose facile de demander à mon père de me dire comment j'étais vêtue lorsque je lui avais été volée. Si je lui avais posé cette question sans arrière-pensée, rien n'aurait été plus simple, mais il n'en était pas ainsi. Enfin, un jour qu'une pluie glaciale nous avait fait rentrer, je pris mon courage et je mis la conversation sur ce sujet. Au premier mot de ma question, mon père me regarda en face en me fouillant des yeux. Je soutins son regard plus bravement que je ne l'avais espéré. Je crus qu'il allait se fâcher, mais il n'en fut rien. Le premier mouvement de colère passé, il se mit à sourire. Il est vrai qu'il y avait quelque chose de dur et de cruel dans ce sourire, mais enfin, c'était bien un sourire. « Ce qui m'a le mieux servi pour te retrouver, dit-il, ça a été la description des vêtements que tu portais au moment où tu nous as été volé. Un bonnet en dentelle, une brassière en toile garnie de dentelle, une couche et une robe en flanelle, des bas de laine, des chaussons en tricot, une pelisse à capuchon en cachemire blanc brodé. J'avais beaucoup compté sur la marque de ton linge, FD, c'est-à-dire Francis Driscoll, qui est ton nom. Mais cette marque avait été coupée par celle qui t'avait volé et qui, par cette précaution, espérait bien n'empêcher qu'on te découvrit jamais. Que demander de plus? Cependant, Mathia ne se montra pas satisfait, et le soir, quand nous fûmes retirés dans notre voiture, il se pencha encore à mon oreille. Tout cela, c'est superbe, me dit-il. Mais enfin, cela n'explique pas comment Patrick Driscoll, marchand ambulant, et sa femme étaient assez riches pour donner à leur enfant des bonnets en dentelle, des brassières garnies de dentelle et des pelisses brodées. Les marchands ambulants ne sont pas si riches que ça. C'est précisément parce qu'ils étaient marchands que ces vêtements pouvaient leur coûter moins cher. Mathia secoua la tête en sifflant, puis de nouveau me parlant à l'oreille. « Tu n'es pas l'enfant de Master Driscoll, mais bien l'enfant volé par Master Driscoll. » Je voulus répliquer, mais déjà Mathia était monté dans son lit. Si j'avais été Mathia, j'aurais peut-être eu autant d'imagination que lui. Mais les libertés de penser qu'il se permettait m'étaient interdites. C'était de mon père qu'il s'agissait. Pour Mathia, c'était de Master Driscoll, un étranger à qui il ne devait rien. À mon père, au contraire, je devais le respect. Assurément, il y avait des choses étranges dans ma situation, mais quand Mathia voulait me faire part de ses doutes, il était de mon devoir de lui imposer silence. C'était ce que j'essayais, mais Mathia avait sa tête et il me fallait quand même écouter ses questions. Pourquoi Allen, Ned, Annie et Kate avaient-ils les cheveux blonds, tandis que les miens n'étaient pas blonds? Pourquoi tout le monde dans la famille Driscoll, à l'exception de Kate, qui ne savait pas ce qu'elle faisait,
me témoignait-il de mauvais sentiments, comme si j'avais été un chien galeux. Comment des gens qui n'étaient pas riches habillaient-ils leurs enfants avec des dentelles? À tous ces pourquoi, à tous ces comment, je n'avais qu'une bonne réponse qui était elle-même une interrogation. Pourquoi la famille Driscoll m'aurait-elle cherché si je n'étais pas son enfant? Pourquoi aurait-elle donné de l'argent à Barberin et à Grace Engallé? À cela, Mathia avait été obligé de répondre qu'il ne pouvait pas répondre. Mais cependant, il ne se déclarait pas vaincu. « Je veux que nous retournions en France, répétait-il obstinément. C'est impossible, parce que le devoir te retient auprès de ta famille. Mais si cette famille n'est pas la tienne, qui te retient? » Des discussions de cette nature ne pouvaient aboutir qu'à un résultat qui était de me rendre plus malheureux que je ne l'avais jamais été. Quoi de plus terrible que le doute? Eh bien, que je ne voulusse pas douter, je doutais. Ce père était-il mon père? Cette mère était-elle ma mère? Cette famille était-elle la mienne? Cela était horrible à avouer. J'étais moins tourmenté, moins malheureux lorsque j'étais seul. Qui me dit, lorsque je pleurais tristement parce que je n'avais pas de famille, que je pleurerais désespérément parce que j'en aurais une? D'où me viendrait la lumière? Qui m'éclairerait? Comment saurais-je jamais la vérité? Je restais accablé devant ces questions, et cependant il fallait chanter, jouer des airs de danse et rire en faisant des grimaces, quand j'avais le cœur si profondément triste. Les dimanches étaient mes meilleurs jours parce que le dimanche, on ne fait pas de musique dans les rues de Londres. Et je pouvais alors librement m'abandonner à ma tristesse en me promenant avec Mathia et Capi. Un de ces dimanches, comme je me préparais à sortir avec Mathia, mon père me retint à la maison, en me disant qu'il aurait besoin de moi dans la journée, et il envoya Mathia se promener tout seul. Il y avait à peu près 1 heure que nous étions seuls, lorsqu'on frappa à la porte. Mon père alla ouvrir et il rentra accompagné d'un monsieur qui ne ressemblait pas aux amis qu'il recevait ordinairement. Celui-ci était bien réellement ce qu'on appelle en Angleterre un gentleman, c'est-à-dire un vrai monsieur. Il avait environ 50 ans. Ce qui me frappa le plus en lui, ce fut son sourire, qui découvrait toutes ses dents blanches et pointues comme celles d'un jeune chien, et en le regardant, on se demandait si c'était bien un sourire qui contractait ainsi ses lèvres ou si ce n'était pas plutôt une envie de mordre. Tout en parlant avec mon père en anglais, il tournait à chaque instant les yeux de mon côté. Mais quand il rencontrait les miens, il cessait aussitôt de m'examiner. Après quelques minutes d'entretien, il abandonna l'anglais pour le français qu'il parlait avec facilité et presque sans accent. « C'est là le jeune garçon dont vous m'avez entretenu, dit-il à mon père, en me désignant du doigt. Il paraît bien portant, il n'a jamais été malade. J'ai eu une flexion de poitrine pour avoir couché une nuit dans la neige. Il y a longtemps, 3 ans. Et depuis, vous ne vous êtes pas ressenti de cette maladie? Non. » Il se leva et vint à moi. Il posa la main sur mon cœur, il appuya sa tête dans mon dos et sur ma poitrine en me disant de respirer fort. Il me dit aussi de tousser. Cela fait, il me regarda en face attentivement assez longtemps. Et ce fut à ce moment que j'eus l'idée qu'il devait aimer à mordre, tant son sourire était effrayant. Sans rien me dire, il reprit sa conversation en anglais avec mon père, puis ils sortirent tous les deux. Au bout d'un certain temps, mon père rentra. Il me dit que j'étais libre d'aller me promener, si j'en avais envie. Je n'en avais aucune envie, mais que faire dans cette triste maison? Comme il pleuvait, j'entrai dans notre voiture pour y prendre ma peau de mouton. Quelle fut ma surprise de trouver la Mathia.
Il mit sa main sur ma bouche, puis à voix basse, « Va ouvrir la porte de la remise, je sortirai doucement derrière toi. Il ne faut pas qu'on sache que j'étais dans la voiture. » Ce fut seulement dans la rue que Mathias décida à parler. « Sais-tu qui était avec ton père tout à l'heure ?» me dit-il. « Monsieur Jem Milligan, l'oncle de ton ami Arthur. » J'étais resté immobile au milieu de la rue. Il me prit le bras et tout en marchant, il continua. « Comme je m'ennuyais à me promener tout seul dans cette triste rue, je suis rentré pour dormir et je me suis couché sur mon lit, mais je n'ai pas dormi. Ton père, accompagné d'un gentleman, est entré dans la remise et j'ai entendu leur conversation sans l'écouter. « Comment va votre neveu ?» demanda ton père. « Mieux, il en échappera encore cette fois. Sa chère mère l'a encore sauvé par ses soins. »« Ah, c'est une bonne mère que Madame Milligan. Tu penses, si c'est assis à ce nom, j'ai prêté l'oreille. Alors si votre neveu va mieux, continua ton père, toutes vos précautions sont inutiles. Pour le moment peut-être, répondit le monsieur, mais je ne veux pas admettre qu'Arthur vive. Il faut qu'au jour de sa mort, je sois à l'abri de tout retour et que l'unique héritier pour moi soit James Milligan. Soyez tranquille, dit ton père. Cela sera ainsi, je vous en réponds. Ma première idée en écoutant ce récit fut de rentrer pour demander à mon père l'adresse de M. Milligan afin d'avoir des nouvelles d'Arthur et de sa mère. Mais je compris presque aussitôt que c'était folie. Ce n'était point un homme qui attendait avec impatience la mort de son neveu qu'il fallait demander des nouvelles de ce neveu. Et puis, d'un autre côté, n'était-il pas imprudent d'avertir M. Milligan qu'on avait entendu? Arthur était vivant, il allait mieux. Pour le moment, il y avait assez de joie pour moi dans cette bonne nouvelle.